Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a un beau live qu'on va faire. Présentement, c'est moi, Francis Michaud, qui est là, mais il y a Anne-Hélène qui va aussi se joindre à moi, qui est enseignante aussi à Coaching Québec. Et on vous fait un live sur clarifier l'hypnose, sur venir parler justement des formations qu'on donne, mais aussi démystifier euh, le domaine de l'hypnose. Donc, on va répondre à quelques questions, des questions qu'on reçoit très fréquemment, des questions par rapport à justement est-ce qu'il y a une perte de contrôle en hypnose. On va aussi parler d'un sujet qui est assez intéressant. Est-ce que l'hypnose, c'est plus une exploration, c'est plus un outil d'exploration ou c'est vraiment quelque chose un outil thérapeutique uniquement? On va aussi aller voir dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, qu'est-ce qui est observé? Qu'est-ce qui fait que l'hypnose est différente d'autres approches? Quel impact ça a sur le cerveau? Pourquoi ça a un impact sur euh, des réactions inconscientes, des réactions automatiques? Donc, on va aller explorer ça aujourd'hui. Donc, déjà, on va commencer un peu à parler brièvement de qui je suis en attendant qu'Anne-Hélène arrive. Donc, Francis Michaud, je suis hypnologue depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis aussi formateur à Coaching Québec depuis 9 ans maintenant. Donc, je donne principalement les formations d'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Donc, ce qui me passionne le plus dans l'hypnose, c'est beaucoup les phénomènes hypnotiques, c'est beaucoup quel impact ça peut avoir sur le cerveau, comment on peut avoir un impact dans notre vie, comment aussi on peut aller explorer ça par nous-mêmes avec l'auto-hypnose, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour venir interagir avec notre inconscient, mieux le comprendre, passer des messages, avoir une influence sur nos réactions qui sont plus automatiques. Donc, j'ai aussi un background en PNL, donc j'ai ma formation aussi comme coach en PNL et j'ai un baccalauréat en psychologie aussi. Donc, j'arrive avec ces outils-là, ce bagage-là. Et on a Anne-Hélène qui vient de se joindre à nous. Allô, allô. Salut, salut, salut. Hey, ça me fait vraiment plaisir de prendre ma pause. Je suis en train d'enseigner le module de praticien à Montréal en ce moment. Donc, j'ai plein Mhm. d'étudiants qui sont à mi-parcours, j'ai envie de dire, là, dans toute la grande séquence de la formation certifiante en hypnose à Coaching Québec. Donc, c'est un partenariat avec l'Arche, qui est la plus grande école francophone d'hypnose, qui est basée en France, mais qui a maintenant des cours à Montréal et à Québec. Donc là, je donne une portion de ce bout de formation-là. Fait que là, ça sent l'hypnose. C'est, c'est plein de cette ambiance d'hypnose-là. Puis, ben, il fait très beau, fait que les élèves, des fois, ont même envie d'aller pratiquer un peu leurs choses à l'extérieur, au soleil. Donc, ça me fait penser à ton Mhm. ambiance un peu bucolique, là, avec les arbres et tout ça. Ouais, Mhm. ouais, quelle belle journée. Donc, c'est une belle période, hein. Oui. L'automne, c'est le temps de se remettre dans ben, des nouveaux apprentissages ou, je sais pas, des fois, c'est aller chercher des nouvelles connaissances ou développer des habiletés. Il y a comme de la curiosité, des fois, dans cette Mhm. rentrée-là, Ouais, hein, à se développer. Je trouve qu'il y a aussi cette ambiance-là. Là. Je suis dans le centre Saint-Pierre, puis il y a toutes sortes de formations, puis il y a toutes sortes de monde avec des visages enthousiastes là, d'apprendre ouais. puis de découvrir des C'est choses. vrai. C'est vrai qu'à l'automne, on est habitué souvent d'être dans le mode apprendre, découvrir, puis tu sais, aussi dans notre entrée à nous, d'apprendre à mieux se connaître nous-mêmes, puis d'avoir des outils qu'on peut utiliser. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a cet élan-là de vouloir apprendre, mieux se connaître, vouloir développer Ouais, nos compétences et tout. ouais, c'est ça, se développer. Mhm. Ce qui est le fun avec l'hypnose, après je vais me présenter un petit peu, c'est juste que ça me passe par l'esprit, c'est que Mhm. c'est tellement un outil qui est polyvalent, c'est-à-dire que, tu sais, des fois on a cette image-là de l'hypnose, tu sais, c'est pour faire des phénomènes hypnotiques, puis que ça ressemble à Mesmer, ben oui, OK, mais pas strictement ça. Il y a beaucoup de manières de pratiquer Parti. l'hypnose. Ça, c'est juste un Mhm. tout petit carré dans toutes les Petite affaire. parties du puzzle global que peut représenter ce que c'est l'hypnose. Mais l'idée, c'est quand même de se dire que euh, c'est une méthode pour rejoindre l'autre, pour mieux communiquer, pour passer des messages. C'est de la communication d'influence au service de l'autre. Ça peut servir pour enseigner, ça peut servir pour des gens qui font des conférences, des présentations, qui parlent en public.
Ça peut servir en accompagnement, bien sûr. Ça peut être un outil qui va avec le coaching hein, pour amener à un état peut-être plus propice au changement, qui va être utilisé avec des stratégies de changement, tu sais, qui sont plus enseignées en coaching ou même en psychologie. Hein. Il y a souvent des gens, travailleurs sociaux, des psychologues, des personnes qui étudient en orientation ou en accompagnement qui ajoutent, dans le fond, ces outils-là à leur palette d'intervention. J'ai Mhm. envie de dire, comme Ouais. parent, personnellement, là, moi, ça a changé mon style parental, là. Tu sais, j'ai un grand qui va avoir 18 ans, puis je me rends bien compte qu'au fur et à mesure de ce que j'ai appris dans tout mon parcours de PNL puis d'hypnose, franchement, ma communication avec lui était meilleure, dans mon couple aussi, avec ma famille, mais c'est comme une manière aussi d'apprendre à rejoindre l'autre, décrypter ses petites réactions, sentir mieux les Mhm. mouvements émotionnels, s'ajuster, s'accorder, s'harmoniser, être capable aussi de changer l'ambiance dans une pièce. Tu sais, des fois, on se dit, il y a plein de monde, puis l'ambiance, tu sais, est un peu lourde. Comment je pourrais faire pour graduellement, tu sais, être dans un rôle de leadership, par exemple, changer un peu l'ambiance dans une réunion ou dans une pièce où il y a du monde qui se réunissent, tu sais. Il y a plein d'outils reliés à l'hypnose qui peuvent permettre de faire ça dans le verbal, mais aussi dans le non-verbal. Ça, c'est vraiment une des Mhm. caractéristiques de l'hypnose, hein. Des fois, on en parle un peu moins. Ouais. C'est de la communication, mais à tous les niveaux. Bon, là, j'ai fait mon petit tour d'horizon de comment c'est fantastique tout ça, puis comment ça peut changer une vie, là. Moi, j'ai un bac en musique à la base, donc je suis musicienne. Tout le côté créativité, le côté artistique de l'hypnose, donc j'adore ça. C'est quelque chose qui m'attire. Comment l'état hypnotique stimule la créativité, par exemple, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Comment ça développe le sens esthétique, comment ça peut permettre d'apprécier des fois des choses de manière plus pleine, plus complète, tu sais, en mode contemplation ou admirer une œuvre d'art ou écouter de la musique sous hypnose, tu vois, ça, c'est des choses que j'aime, plus en lien avec ma carrière numéro un, je vais dire ça comme ça. Euh, Puis j'ai beaucoup axé quand même mes études sur la pédagogie, l'enseignement. Donc j'ai fondé une école de violon, puis j'enseigne la musique depuis que j'ai 20 ans. Donc tu sais, il y a eu beaucoup de moments partagés avec des groupes de musique. Donc tu sais, diriger des ensembles à cordes ou organiser des gros concerts, mais aussi en individuel avec un élève à la fois, puis toutes sortes d'âges, puis toutes sortes de profils. Fait que, tu sais, l'espèce d'adaptation qu'on peut développer à la personne, au style de personne, comment on peut dire une consigne à un élève pour qu'il réponde bien à la proposition, comment optimiser son apprentissage, c'est des questions qui étaient présentes ben, depuis très longtemps, là. Fait que, on retrouve ça dans mon parcours. Euh, Après ça, je me suis posé quand même des questions plus autour de, tu sais, quand on a de la difficulté à performer, par exemple en concert, en audition, dans des examens, tu sais, sur scène, là. Ben, c'est pas toujours une question de préparation technique, tu sais, c'est-à-dire que souvent on va se dire, oui, ben, il a peut-être pas assez pratiqué, l'élève, peut-être qu'il aurait dû avoir une pièce plus facile, tu sais, des fois on se dit c'est peut-être une question de niveau. En fait, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de stratégies hein, émotionnelles et mentales de préparation à ces événements-là. C'est comme si, des fois, les élèves ne mesurent pas tellement le contraste qu'il peut y avoir entre chez nous quand je pratique ou dans le cours avec mon prof avec qui je me sens en sécurité versus quand je vais jouer sur une scène. Qu'est-ce que Mhm. ça peut impliquer? Comme niveau d'adaptation puis de préparation. Puis après ça, ben, j'ai vraiment poussé cette voie-là. Donc, j'ai un certificat en préparation mentale que j'ai fait en France, où là, j'ai côtoyé plein de monde du monde, plein de gens du monde du sport de haut niveau puis l'élite, là. Tu sais, c'était pas mal ça qu'il y avait autour de moi. Donc, des Olympiens, des anciens Olympiens, des coachs sportifs, des entraîneurs de toutes sortes, des gens qui s'en allaient vers de la psychologie du sport ou de la performance. Ça a été vraiment fascinant. J'ai adoré ça, mais je me suis aussi rendu compte que ces cours-là étaient donnés dans une faculté d'éducation physique. Donc, il y avait strictement personne à part moi qui avait eu comme une passation spéciale pour aller sur ce cours-là, qui était relié plus aux arts de la scène ou à la performance autre que sportive.
En fait, les outils sont pas mal semblables. J'ai envie de dire Hmm. le style de personne, pas toujours, mais le genre d'outil, c'est pas mal semblable. Tu sais, de concentration, de gestion du stress, de réactivité aux événements, résilience, de comment on peut modifier son discours intérieur, tu sais, quand ça se passe moins Hmm. bien, comment on se réencourage quand on est découragé, comment on maintient de l'autodiscipline, etc. Puis dans ça, il y avait plein de visualisations. En vrai, c'était de l'auto-hypnose, là, on va dire les vrais mots. C'est dans la même famille Hmm. en intervention. Puis là, je me suis même passionnée pour ça tellement que j'en ai fait une spécialité, fait qu'auto-hypnose, puis l'hypnose de plus en plus jusqu'à suivre les cours de coaching après, puis les cours d'hypnose jusqu'à enseigner à l'Arche. Puis, ben là, ça, c'est un petit peu plus nouveau, mais là, je me suis rendu compte que pour peaufiner les outils que j'avais en préparation mentale, si je voulais les creuser plus puis aller plus loin, parce qu'au départ, je voulais faire une maîtrise, puis je trouvais pas trop comment faire pour en trouver une qui me tentait. Finalement, je me retrouve à être inscrite en orientation, puis il y a plein d'aspects que je peux creuser encore plus en lien avec ben, tu sais, des évaluations, des tests, des grilles, mais aussi ces trucs-là de comment je me vois, comment je me projette, hein. C'est quoi mes intérêts puis mes valeurs. Tu sais, fait que tu parlais de connaissance de soi, j'ai envie de dire, là, je suis en plein là-dedans avec Ouais. ce cours-là. Ouais, puis moi, ce que j'entends aussi, c'est que derrière, tu sais, cette préparation mentale-là pour les sportifs de haut niveau ou les artistes euh, professionnels ou amateurs, ben, c'est les mêmes enjeux souvent que les gens ont quand ils se préparent à un événement, tu sais, que ça soit pour faire une présentation devant du monde, que ce soit pour parler à ton boss, pour une communication avec, dans ton couple, que ce soit tu sais, avec les enfants. Tu sais, souvent, quand il y a un événement qu'on se dit, je sais pas si je vais être capable ou est-ce que j'ai ce qu'il faut, ça va être à peu près les. Tu sais, il va y avoir beaucoup de choses similaires de OK, comment je me prépare, dans quel état d'esprit je suis, comment est-ce que je. Tu sais, qu'est-ce que je me dis, c'est quoi les Mhm. sensations qui sont présentes. Je pense que tu sais, dans la Ouais. vie de tous les jours, c'est aussi des choses qui viennent aider pour qu'on se sente plus libre, on se sente plus en paix, plus aligné peut-être. Oui, puis j'ai envie de dire, il y a vraiment cette idée de sculpter son attitude, parce que des fois, c'est en anglais, on dirait euh, How can I show up? Tu sais, c'est quelle facette de moi j'ai envie de présenter à ce moment-là. Donc là, il faut se Hum, dire comment on aménage aussi l'accès à cette facette-là, tu sais, de nous. Fait que moi, j'ai pas trouvé de meilleurs outils pour ça que l'auto-hypnose ou l'hypnose accompagnée, là, dépendant de qu'est-ce qu'on hum, prépare. Parce que des fois, les enjeux sont tellement forts qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement plus ciblé, plus stratégique pour vraiment avoir accès à cette attitude-là qu'on recherche. Mais j'ai fait beaucoup de préparation par moi-même aussi en auto-hypnose, là. Ne serait-ce que pour mon examen de fin d'études en violon, tu sais, où là, je comparais avec mon premier examen où ça s'était très mal passé, puis je m'étais dit non, 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 plus jamais, là. Je vais trembler de même, puis je vais me crier des noms dans ma tête, là, tu sais. On passe à une autre étape, puis tu sais, là, j'ai joué par cœur, 1 heure de temps, en étant super à l'aise, vraiment confiante, puis j'étais extrêmement fière de moi, mais ça s'était construit, ça, au fil des hum, expériences d'auto-hypnose. Fait que c'est un peu ouais. ça, mon bagage. Puis, ben, il y a plein de questions intéressantes par rapport à l'hypnose. Je pense que, Francis, tu les as un peu compilées là, à côté de toi pour Ouais. pouvoir te référer. En passant, dans le chat, là, ceux qui sont en live, là, vous pouvez écrire vos commentaires. Il y a Marie-Audrey qui est pas loin à la technique, qui est aussi en train de suivre ce qui est en train de se dérouler. Donc, gênez-vous pas là, pour nous écrire vos Hum, propres questions. C'est un question-réponse. Donc, allez-y avec vos ouais. questions, mais Fait on que si en a vous avez des quelques-unes. questions, sur le bout de la langue, des choses que vous avez toujours voulu avoir plus de clarté ou avoir des précisions ou des questions que vous aimeriez poser à des hypnologues, ben n'hésitez pas, hein, c'est le bon moment. Moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé à apprendre l'hypnose, tu sais, je veux dire, j'étais émerveillé par ce que c'était. Vraiment, j'en mangeais, puis j'étais comme gourmand d'en savoir plus. Mais il y avait plein de questions que j'avais aussi, puis le Mhm. nombre de fois que j'ai pris du temps avec des enseignants, que j'ai pris du temps avec d'autres personnes qui font de l'hypnose pour poser des questions, voir comment ça se passe, comment eux, ils voient l'hypnose, ça a permis de nourrir aussi quelque chose à l'intérieur de moi, puis de venir, tu sais, plutôt que ça soit juste un sujet qui est, tu sais, qui est mystérieux, mais que ça a permis que
que je rentre justement là-dedans puis que je me l'approprie plus. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. Hmm. Ouais, on avait commencé, Anne-Hélène puis moi, on a pris un petit temps pour se préparer, puis on disait comment on pourrait lancer ça. Puis euh, on est allé sur, tu sais, l'hypnose, est-ce que c'est plus de l'exploration ou c'est un outil thérapeutique? Parce que moi, je vois des gens qui sont comme gourmands d'hypnose. Tu sais, qui sont comme, hey, je veux en vivre, j'aime ça. Tu sais, même s'il n'y aurait pas d'effet secondaire, même s'il n'y aurait pas de bénéfice ou de, tu sais, de changement, le fait de vivre ça, le fait d'apprendre à visiter son imaginaire, d'avoir des réponses des fois, d'avoir plus de clarté, de faire cheminer comment on se sent, déjà ça un peu dans une espèce d'exploration personnelle. Il y a des gens qui tripent déjà à ça. Fait que, tu sais, je me demandais, est-ce que c'est simplement un outil justement thérapeutique pour régler un problème, ou c'est plus une espèce d'exploration pour mieux se connaître, puis tu sais, un peu d'aller voir à des couches plus loin que celles qu'on voit habituellement. Fait que je sais pas si Hmm. toi, Anne-Hélène, tu sais, c'est un peu philosophique pour commencer, mais Ouais. avec notre expérience, tu sais, avec toutes les recherches que tu as, toutes les connaissances que tu as en hypnose, la pratique que tu as, d'après toi, qu'est-ce que tu aurais le goût de répondre à ça? J'ai envie de dire, ça dépend des goûts, puis il y a des phases à ça. Euh, Ça dépend des goûts puis des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés par le rêve, l'imagination, l'introspection, l'intériorité, tu sais, ces choses-là qui vont peut-être aimer le scrapbooking ou l'écriture ou du focusing ou tu sais, quelque chose qui fait voyager dans le corps. Tu sais, il y a des approches plus body scan, par exemple, ou tu sais, où, dans le fond, on s'explore soi-même. Tu vois, l'état Hmm. d'hypnose, en fait, il a vraiment tendance à se présenter un peu de lui-même. On pourrait dire plus l'état de transe, s'il y en a qui préfèrent avoir cette appellation-là. C'est-à-dire que quand on est tellement concentré, tellement à l'écoute de notre monde intérieur, puis quand il y a de la liberté intérieure, puis quand il y a comme des mécanismes de créativité qui viennent, des fois on se demande, est-ce que je serais pas un peu en train de basculer vers le rêve ou vers le sommeil? Puis il y a d'ailleurs deux périodes, tu sais, dans nos journées, ben, deux, trois en vrai. Une, quand on s'éveille, où on n'est pas tout à fait éveillé, où on est dans un état de conscience un peu mitoyen, où là, souvent, on est un peu conscient du réel qui s'éveille, mais en même temps, à moitié encore dans le rêve. Des fois, on le complète d'ailleurs. C'est comme si on le continue un peu dans le pré-réveil. Puis c'est un état qu'on appelle hypnagogie. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, ça, c'est de la transe naturelle. Puis, on a des fonctions qui sont à la limite entre le rêve et le réel, ce qui nous rend vraiment assez créatifs. Puis, Hmm. ben, ça peut être là une occasion, peut-être plus dans j'explore. Mais en même temps, pourquoi ça serait pas c'est comme une expérience qui permet d'orienter notre journée? Tu sais, de se dire, Hmm. tiens, je vais me donner une suggestion à ce moment-là qui va teinter un peu le reste de ma journée. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aimerais ça être particulièrement attentive aux autres. Tu sais, de se nommer ça dans un état où on est plus perméable, dans le fond, à la suggestion. Puis, comme on commence notre journée avec ça, c'est comme si ça devient un critère, un prérequis de contentement d'un objectif. Tu sais. Puis là, ben, toute notre journée, elle s'accompagne, dans le fond, de cette suggestion-là. Sois attentif aux autres autour de toi. Ben, imagine comment ça peut changer une journée. Mais dans cet état-là, on est plus réceptif à ça. Puis là, ben, j'ai Es-tu dit en il y a train de nous deux dire, moments. ouais, ouais, c'est ça, Continue. t'es-tu en train de nous dire que l'hypnose, c'est quelque chose qui est déjà naturel dans le cerveau puis qui ressemble à des choses qu'on vit déjà, ou même, tu sais, qu'on peut utiliser ces états-là qu'on vit déjà d'une manière un peu hypnotique avec une Ben intention? oui, c'est ça. Fait qu'on pourrait juste Hmm. l'explorer parce que c'est le fun, puis se dire je suis entre le rêve puis le réel. Fait que je fais juste m'amuser avec comment je perçois la lumière, comment je suis en même temps dans mon imaginaire, comment je superpose le réel sur le rêve, comment. Ça pourrait être un jeu, Hmm. mais dans le fond, c'est aussi une occasion de l'utiliser, tu sais, pour soi. Hmm. Parce que dans le fond, ça oriente notre attention sur quelque chose, puis ça configure les attentes de notre journée. Parce que dans le fond, on prédit ce qui va se passer, hein, les êtres humains. On ne fait pas juste recevoir le réel,
on le configure, on prédit, on se crée des attentes. Puis notre attention, elle dépend beaucoup de notre intention. Fait que c'est un bon moment le matin pour profiter de la transe naturelle, pour en faire quelque chose, je dirais, d'aidant, là. Puis mettons qu'on le tourne à Ouais. l'envers le soir. Tu sais, quand tu es en train de faire l'inverse. Tu sais, le moment où il y a ce point de bascule, il y a un peu de décrochage avec la journée. Le rêve n'est pas tout à fait commencé, l'esprit bondit dans tous les sens. C'est un état Mm. intermédiaire. Donc ça, c'est aussi une transe naturelle, c'est-à-dire que la transe de l'endormissement, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est là aussi un état qui est propice à la suggestion. Puis, ben, il y a une manière de décrocher puis de s'endormir, puis il y a une manière aussi de rester un peu entre deux. Je sais pas si toi, tu fais ça des fois. Moi, j'aime vraiment le Ouais. entre deux. C'est que ça commence un peu à rêver, mais je suis pas endormie, fait que je peux m'amuser à suivre les trajectoires du début de rêve. Mm. C'est quand même le fun. Ouais. Ouais, mais il y a quelque chose, on Ah, dirait là-dedans, de notre cerveau. On le sait que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière parce qu'on le sent, on le perçoit. Tu sais, quand on est à moitié endormi ou quand on est très focus ou passionné, on voit qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Puis, tu sais, nos associations d'idées ne sont pas pareilles. Puis, il y a souvent cette notion-là d'être un peu plus observateur de ce qui se passe plutôt que mm, de le faire complètement consciemment, mentalement. Fait que, tu sais, c'est ça, ces moments-là où est-ce que notre cerveau fonctionne pas de la même manière, mais qu'on est quand même conscient. On est quand même là, tu sais, mentalement, on est présent, puis on se dit, ah, je vais donner une intention, ah, je vais guider, ou je vais observer ce qui se passe, ou être curieux de ce qui s'en vient ensuite. Fait que c'est comme si on est justement, on profite du fait qu'on est encore observateur, puis on est encore présent, puis on est capable d'apprendre, on est capable de faire des liens, mais on le fait pas d'une manière mentale habituelle. C'est ça, c'est comme si on a des fonctions ça nous ouvre à des fonctions, des réflexions différentes ou même des associations mm, mm. ou un accès différent à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Fait que ouais, C'est c'est intéressant intéressant. ça. Puis là, j'ai dit deux, mais puis après, j'ai dit, ben pas deux, finalement trois. Ben, l'idée, c'est que dans le jour, il y a des petits moments des fois où notre attention, elle décroche, puis que là, on Mm. part dans ce qu'on appelle une rêverie, là. Tu sais, on n'est pas tout à fait là. On est un peu là, mais pas trop là. Tu sais, mettons Mm. après le dîner, comme tantôt, là. Bientôt peut-être si vous êtes en train de manger puis que c'est après. Un petit moment où on digère, on est comme un petit peu plus relax, puis que là, des fois, notre esprit, il part un peu, tu sais, à la dérive. Ben, ces moments-là sont aussi dans le même genre euh, d'association plus libre, de disponibilité à se laisser surprendre par quelque chose à quoi on n'aurait peut-être pas pensé, a priori. Parce que, Mm. ben, dans comment les ondes circulent dans notre cerveau, on ne fera pas tout le cours de neurologie, mais quand même, plus d'ondes alpha, plus d'accès au système parasympathique. Euh, il y a plus de possibilités parce qu'il y a des associations libres de faire des liens entre des éléments vraiment disjoints, donc d'être plus surpris par les idées qu'on pourrait avoir. Parce que ça bondit un peu du coq à l'âne, là, tu sais, des fois on dit ça. Mais en fait, ça génère vraiment des fois des associations qui sont ben, applicables pour régler des problèmes. Des fois, ça génère aussi de l'émerveillement ou une espèce de joie de vivre ou le fait de jongler ou de jouer avec les idées, puis de, ben, je sais pas, accéder des fois à des facettes de nous qui ont un peu moins de place. Tu sais, quand on est tellement occupé puis que Mhm. tout organisé, notre focus est tellement étroit sur qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'on n'a pas beaucoup de place pour je sais pas, se laisser inspirer par ce qui est autour de nous, se laisser porter, par exemple, par une musique qu'on écouterait. Tu sais, moi, c'est sûr que si on parle d'auto-hypnose, là, la meilleure transe que je peux avoir, c'est quand j'écoute une musique qui est vraiment captivante. Souvent, c'est de la musique instrumentale. Puis je me laisse porter par la musique, puis là, ça se met à générer toutes sortes de sensations dans mon corps, des images mentales, comme des histoires quelque part. Puis ça arrive même des fois que ça me fait tellement décrocher de ce que je faisais avant que c'est ressourçant, puis je rentre dans ce que je faisais comme travail plus sérieux, puis j'ai plus de focus, je suis plus en Mm. forme. Tu sais, ça a Ouais, renouvelé mon il y a comme attention. cette image-là, on dirait, de dire on est sur le pilote automatique souvent, on réfléchit d'une certaine manière, on est habitué, puis on est sur le mode, c'est notre système par nos habitudes, par ce qu'on a appris, par certains blocages ou certaines, tu sais,
en fait, on a une espèce de mode habituel, puis que l'hypnose nous permet, par l'imaginaire ou par une perception différente ou par une expérience ou un fonctionnement différent du cerveau, ça me donne l'impression que c'est comme si on sort, tu sais, on se décale de la traque habituelle, Oui. puis là, on est capable d'avoir des perceptions différentes, on est capable de trouver des solutions, on est capable de lâcher prise sur certaines choses qui, dans le fond, tu sais, on était pris après, puis que ça avait l'air tellement grave, mais avec un regard différent, on est comme, ben, dans le fond, c'est pas si grave que ça, puis vraiment physiquement le ressentir, c'est comme si j'ai l'impression qu'une des grandes forces de l'hypnose, c'est justement nous permettre de sortir de notre traque habituelle Mhm. pour, après ça, vivre des choses, puis revenir différemment. Un peu comme tu disais, des fois, Ouais. c'est une transe naturelle qui serait, genre, je suis absorbé par une musique instrumentale qui me parle, puis tout ça, puis ça me fait déconnecter complètement, puis j'oublie ce que j'étais en train de faire, ou je suis complètement présent. Mais après ça, quand je reviens, je suis pas exactement la même personne. Je veux dire, Mm. physiquement, il n'y a pas les mêmes hormones dans le corps, il n'y a pas la même structure de pensée, il y a pas... Fait que c'est ça, des fois, qui fait que, des fois, on cherche une solution, on la trouve pas, on va aller prendre une marche, on va aller vivre quelque chose, on va faire un rêve, puis on revient, puis c'est comme si on a une nouvelle solution qui est venue. On est comme sorti du trajet qu'on avait. C'est comme quand on cherche un mot, puis on le trouve pas. Des fois, on va comme juste passer à autre chose, puis il va revenir. Fait que j'ai Ouais. l'impression que l'hypnose, tu sais, d'une manière, si on vient vraiment simplifier, je trouve que ça ressemble à ça. C'est qu'on est Mhm. habitué d'être sur le pilote automatique, on est comme sur l'autoroute à toute vitesse, puis ça permet, puis tu pourras peut-être parler après justement de tout ce qui se passe dans le cerveau, mais une des facettes, c'est peut-être d'avoir un point de vue différent ou de se dissocier ou de percevoir les choses avec un regard différent, mais aussi de vivre les Mhm. choses à un rythme différent Ah qui ouais. fait que on a accès à réapprendre, réinterpréter, percevoir différemment, passer à l'action plus facilement, des choses comme ça. Ouais, ben, j'ai envie de dire se réactualiser. Ce que Hmm, j'aime bien dans l'hypnose, c'est le fait qu'on a comme accès à toutes les nouvelles données, nos nouveaux apprentissages, tu sais, tout ça flotte, mettons, autour de nous. Puis des fois, quand on est dans notre autoroute d'action, ben, on ne prend pas le temps d'assimiler, dans le fond, les nouvelles choses qui hmm, viennent vers nous. Puis des fois, on ne les a pas intégrées complètement. On sait que ça existe, on peut y penser, mais on ne les incarne pas encore. hmm, C'est comme s'il manquait hmm, une étape où il y avait comme quelque chose comme de l'absorption. Puis, hmm, ben, c'est drôle, ce mot-là, c'est vraiment un mot qui a beaucoup été utilisé par Zeg, qui est un contemporain de Milton Erickson. On en parlera un petit peu de Milton, ce fameux Milton Erickson, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'hypnose, qui a donné lieu à l'hypnose ericksonienne, qui est ce qu'on enseigne à Coaching Québec. Mais Zeg, lui, parlait beaucoup de s'absorber dans les détails. Donc, un des hmm, moyens, puis je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'essayer ça parce que c'est à votre portée, c'est vraiment facile à faire, c'est de tellement concentrer l'attention sur les petits détails auxquels d'habitude on ne porte pas tant d'attention soutenue, ça finit par nous amener de plus en plus dans un état, tu sais, de contemplation très fine. Puis tu sais, tantôt tu disais, c'est comme si ça ralentit. Ben, c'est vraiment une composante importante, en fait, du travail de l'hypnose. C'est comme si le temps, il se mettait à se dilater ou à s'étirer. Déjà, c'est hmm. agréable, en vrai. Tu sais, qui voudrait pas avoir un temps plus long? Je sais pas, c'est Ouais. vraiment agréable C'est d'avoir cette la sensation-là, ouais, que le sensation. temps s'arrête ou ralentit, ouais. Oh, c'est tellement le fun! Hmm, Juste pour la petite information, moi, il y a quelque chose aussi qui m'amène dans une transe assez facilement, c'est le tic-tac d'une horloge. J'ai même acheté l'horloge la plus cheap possible dernièrement parce que eux autres, ils ont un gros son fort, tu sais. Des fois, quand elle est plus chère, ben là, ils mettent du tic-tac plus discret, tu sais. Non, la plus cheap parce que je voulais vraiment entendre, tu sais, les tic-tac dans la mécanique parce que je hmm, m'amuse à élargir l'espace entre le tic et le tac pour que entre les deux, j'ai comme une éternité de relaxation. C'est un jeu que je fais avec moi-même. Puis c'est tellement agréable. Euh, En passant, je propose cette suggestion-là d'effet, hein, parce que c'est un effet hypnotique, hein, la distorsion du temps. Quand les femmes viennent faire de la préparation à l'accouchement, il y a les moments entre les contractions. C'est vraiment important de se reposer parce que c'est exigeant pour le corps, les contractions.
Donc, je les entraîne en fait à créer de la distorsion du temps pour pouvoir avoir l'impression de se reposer plus longtemps entre les contractions que de sentir comme l'intensité ou la durée des contractions. Donc, vous voyez, Hmm. là, on se promène un peu, mais l'idée, c'est de se dire, waouh, c'est vraiment un état très spécial qui nous donne accès à des choses qui sont quand même rares hein, dans notre mode de perception. Puis quand on s'absorbe vraiment dans les détails, neurologiquement, on change notre rapport au monde. Tu sais, c'est comme si on était plus capable d'absorber lentement ce qui se passe. Puis là, je vois le vent dans les arbres autour de toi. Tu sais, si tu te concentres vraiment sur les sensations de l'air, sur la peau, tu pourrais même aller jusqu'à te sentir enveloppé, tu sais, par l'environnement, par le bout de forêt, par le quartier dans lequel tu habites. Tu sais, comme étendre les perceptions de manière plus large, puis sentir que tu es même soutenu par la nature. Tu vois, on peut aller un peu loin dans ce qu'on se raconte. Hmm. Puis de se sentir Ouais. soutenu par la nature, c'est somme toute assez agréable. Puis même, on pourrait se demander comment le corps peut répondre à ça. Donc là, on est plus dans c'est quoi expérimenter hein, autour du thème de Hmm. l'hypnose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, soit seul ou en étant accompagné. Mhm. Ouais. Tu sais, ce que j'entends, tu sais, on a beaucoup parlé quand même de explorer l'imaginaire, de nos perceptions, puis tout ça. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui se considèrent comme plus rationnels, puis qui disent, oui, mais moi, je suis pas beaucoup dans, tu sais, l'imaginaire ou, tu sais, ça me parle pas, ces choses-là. Mais c'est curieux quand même quand on s'intéresse vraiment à la personne, puis on pose, tu sais, on pose des questions. Comment est-ce qu'on est tout le temps dans l'imaginaire pareil? Tu sais, Hmm. que souvent les gens vont le dire, je sais que c'est pas logique ce que je pense, ou tu sais, ils vont partir à sourire en se rappelant quelque chose qu'ils ont déjà vécu dans le passé. Ou, tu sais, on oublie souvent qu'on est des êtres beaucoup plus d'imaginaire, de souvenirs, de projection dans le futur que de réel. Oui, puis Parce là, qu'en c'est tant que pas tel, si bizarre que ça. Je veux dire, quand on fait une ouais. projection vers le futur, par exemple, tu organises une grande fête pour l'anniversaire de ta conjointe. Ben, si tu as à faire ça, tu vas être dans l'imaginaire, mais ça ne sera pas si flyé que ça, dans le sens où tu vas penser à des vraies personnes qui pourraient venir, tu vas penser au genre de choses que vous pourriez manger, tu vas penser à ce que tu as acheté, mais tout ça, c'est quand même dans l'imaginaire, on est d'accord? Tu vas t'imaginer Mhm, une ambiance, tu vas imaginer la musique que tu as envie de mettre, tu vas imaginer le cadeau que tu vas acheter. Donc, c'est pas, tu sais, des fois, on pense imaginaire comme si c'était des choses si, les je veux dire, licornes, puis les... symboliques ou, ben, Ouais. tu sais, même quand on se raconte juste, ben ça, je vois ça comme une montagne, ben ça, c'est quand même un symbole aussi. Donc, tu sais, quand on se dit je vois ça comme une montagne, ben pourquoi pas explorer le comment est la montagne, puis comment tu auras envie d'avancer vers cette montagne-là. Puis Mhm, en fait, est-ce que c'est vraiment une montagne ou c'est juste que tu avais regardé en étant plus à gauche, mais peut-être que si tu tournes vers la droite, ça sera peut-être pas autant une montagne parce que finalement, il y a quelque chose d'autre qui se déploie. Donc, on peut explorer le monde mhm. symbolique, mais quand on dit j'en ai beaucoup sur mes épaules, ça dessine quelque chose tu sais, c'est comme une image, là. On Ouais. pourrait même se dire c'est plus à gauche ou c'est plus à droite, puis qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? Ouais. Puis le cerveau, tu sais, souvent on va dire c'est une manière de parler, mais le cerveau, tu sais, il entend quand même, j'en ai beaucoup sur les épaules, il va l'imaginer, puis en l'imaginant, il va commencer à le ressentir, puis percevoir qu'est-ce que c'est. Ah. Fait que, tu sais, ça se peut que les épaules se tendent, puis que ça ait un vrai impact, tu sais, physique dans le corps qui soit observable, le fait qu'on ait juste, tu sais, perçu d'une certaine manière ou qu'on se l'ait nommé d'une certaine manière. Fait Ouais, que puis là, c'est peut-être que là, on s'en ouais. va vers, ben, c'est une thérapie ou c'est-tu de l'accompagnement? Ben, c'est sûr que si on se met à dire, oui, ben, c'est quoi qu'il y a sur tes épaules? T'as-tu encore envie ou besoin que ça reste là? Mm. Si tu t'observais, toi, en prenant, par exemple, le point de vue de ta meilleure amie, t'aurais-tu envie de conserver ce qu'il y a sur tes épaules? Tu sais, on commence à faire des jeux de l'esprit, hein, des jeux perceptifs. Mais finalement, tu sais, quand on imagine si quelqu'un décidait au lieu de porter ça sur ses épaules, mettre ça à côté puis s'en occuper d'une manière différente, c'est genre, quand c'est le temps, je viens m'en occuper, puis quand c'est pas le temps, je suis libre d'avancer avec mon corps puis de me sentir bien.
Ben, il y a les mêmes choses à régler, là, on est d'accord, mais la relation symbolique qu'on a avec ces choses-là, elle a changé. Là, on est plus quand même dans de l'accompagnement, on est plus dans de l'intervention, des propositions qui ont une vocation de changement, là. Hmm. Ouais. Hmm. Puis, Anne-Hélène, je sais pas si tu serais prête à nous parler un peu, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait que l'hypnose, l'état d'hypnose, l'accompagnement, dans le fond, fait qu'on fonctionne différemment ou que ça a des avantages par rapport à d'autres approches. Je sais que tu as beaucoup de Oui, connaissances par rapport à ça, puis souvent, c'est intéressant de savoir, tu sais, où la science en est rendue, puis qu'est-ce qui est vraiment, tu sais, qu'est-ce qui est observable, qu'est-ce qu'on est capable de ben oui. détecter maintenant. Ben, c'est sûr que là, depuis quelques années où là, on est capable de prendre des mesures, hein. Par exemple, électroencéphalogramme pour mesurer l'activité dans différentes zones du cerveau. Ben là, on a pu voir que, par exemple, le cortex préfrontal, toutes les fonctions exécutives fonctionnent différemment, c'est-à-dire qu'on va moins avoir tendance à faire de l'inhibition, c'est-à-dire filtrer, c'est-tu correct si je dis ça, ou être dans notre personnage social, c'est-à-dire qu'on a comme moins de discours autoréférencés et normés. C'est-à-dire que les normes sociales baissent d'importance, puis l'opinion qu'on a sur nous-mêmes baisse d'importance aussi. Fait que ça, c'est quand même intéressant de se dire, tiens, il y a des choses Mhm. qui changent vraiment dans ce qui est plus présent ou moins présent. Il y a plus de connexion au sens. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de la sensation du vent, regarder, par exemple, la beauté d'une fleur. Si on le fait Mhm. longtemps, toutes les ondes reliées à capter ce qui vient de l'environnement, puis à être dans une forme d'immersion face à l'environnement, ça va s'amplifier. Donc, beaucoup plus d'accès, puis plus d'accès, donc, au moment présent. Tu sais, tantôt, on disait la notion du temps qui change, ben c'est sûr que les fonctions exécutives d'organisation puis de rationalisation, comme elles sont moins sollicitées, donc il y a vraiment moins d'activité dans ces zones-là, ça favorise beaucoup plus les autres zones qui, elles, sont connectées à ce qui se passe maintenant. Donc, on peut plus être conscient de c'est quoi mes vrais besoins, c'est quoi qui me motive en ce moment. Pas l'histoire que je me raconte là-dessus ou qu'est-ce que j'ai l'habitude de croire de ça. Comment je le Mhm. ressens dans l'instant présent. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant par rapport à ce que j'ai nommé qui est s'actualiser. C'est-à-dire de quitter un peu, Ouais. j'ai l'habitude d'être qui pour vraiment goûter, parce que c'est une expérience, hein, une expérience identitaire de je me sens comment là, là. Puis peut-être Mhm. faire des nouveaux choix à partir de ces données-là. Euh, Maintenant, plus accès à l'imaginaire, là, on en a pas mal parlé tantôt, plus accès à ce qui se passe comme de la spontanéité. C'est-à-dire que d'habitude, on a des choses qui censurent puis qui filtrent, hein, les idées qui passent, puis on a plus des idées répétitives ou en boucle. Là, on a plus un accès à un surgissement, dans le fond, d'idées nouvelles, de sensations, puis d'impressions, puis de nouveau matériel. Mhm. C'est un peu comme, tu sais, des baleines qui sortent de l'eau, puis là, ça fait, ah, waouh, il y a une baleine qui vient de sortir de l'eau. Tu sais, c'est comme si ça permet cette grande et belle communication entre des parts qui s'expriment moins souvent parce que quand on est super occupé, il y a beaucoup ces fonctions d'organisation qui prennent de la place. Le focus se rétrécit aussi sur la tâche à accomplir. Donc, on est beaucoup moins Mhm. connecté à l'environnement, puis à nos sens, puis à comment on se sent, puis à c'est quoi qu'on a envie de vivre, parce que là, on suit un plan prédéterminé. Mhm. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Émotionnellement, on est aussi plus transparent, c'est-à-dire que les émotions ont tendance à circuler de manière plus fluide. Tu Mhm. sais, quand je dis ça surgit, ben là, ben, c'est comme si d'habitude, on a des barrages assez, tu sais, configurés. Puis là, tout d'un coup, tu sais, l'eau, elle circule plus comme des courants dans l'eau, des courants marins, tu sais. Donc, ça donne Mhm. d'autres genres d'impressions. Oui, c'est assez intéressant. Euh, Mhm. Après, il faudrait parler un petit peu des automatismes parce que tu avais une image Ouais. vraiment très cool, là. Peut-être tu peux nommer ton image, puis après, j'expliquerai Ouais, la... ben, une chose souvent que je vois quand j'accompagne ou même quand je vis de l'hypnose, c'est la notion que ça ouvre à sortir du chemin habituel, tu sais. Mais souvent, ça vient aussi ralentir le rythme. C'est comme si des fois les choses, les pensées, les réflexions vont tellement vite
on les voit même plus se passer. Tu sais, Mhm. puis si on se dit, tu sais, qu'est-ce qui m'a amené à penser ça, ou qu'est-ce qui m'a amené à, pourquoi est-ce que je me ressens de même? Souvent, c'est comme je le sais pas. C'est comme si ça se passe trop vite à l'intérieur. Puis j'avais cette image-là que c'est comme si, mettons, tu vas sur l'autoroute à 115, 120, mettons, kilomètres heure, puis qu'il y a quelque chose que tu as le goût de, tu sais, tu vois, il y a quelque chose, ah, j'aimerais ça m'arrêter là. Mais souvent, le temps que tu te dises, j'aimerais ça m'arrêter là ou j'aimerais ça voir ça, ou il y a quelque part, quelque chose sur le bord de la rue que j'aimerais ramasser ou quelque chose comme ça, ben, t'es déjà rendu comme trop loin. Fait que dans la tête, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, ben, c'est trop tard, c'est déjà passé, puis peut-être que ça va revenir. Tu sais, il y a comme quelque chose qui me dit, ben, je vais pas m'arrêter sur le bord de l'autoroute pour reculer, genre, je suis rendu trop loin. Puis j'ai Mhm. l'impression que le cerveau, c'est souvent comme ça. On est dans notre mode de habituel. Tu sais, j'ai toujours fait ça de même, pourquoi je changerais? Tu sais, des fois, on entend ça, des gens qui disent ça, tu sais, qui n'ont pas conscience qu'on pourrait faire différemment maintenant. Donc, j'ai cette impression-là que notre cerveau est fait pour sauver de l'énergie, être sur le pilote automatique, reproduire ce qu'il connaît déjà. Mhm. Mais là, souvent, on le sent à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose de mieux que j'aimerais ou il y a quelque chose qui serait plus nourrissant. Puis l'hypnose permet, justement, au niveau du cerveau, au niveau de nos perceptions, des fois de venir ralentir, créer de l'espace pour être capable de mieux observer qu'est-ce qui est en train de se passer, puis de voir est-ce qu'il y a une mise à jour qui pourrait être faite Mhm. maintenant, un nouvel embranchement. Tu sais. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde ça, il faut le cibler le moment où quelque chose se déclenche dans une moins bonne direction. Tu sais, bon, souvent, on entend les gens qui se disent, ah, ben, ça marche-tu l'hypnose pour arrêter de fumer? Ben, justement, c'est un geste tellement automatique. Souvent, les gens, ils savent même pas à quel moment ça se déclenche, l'envie de fumer ou le réflexe de fumer. Puis ça va tellement vite qu'ils sont déjà en train d'écraser la cigarette. Puis ils disent, ah ben oui, je viens juste d'en fumer une, puis j'ai même pas pris conscience du moment où j'ai décidé de faire ça. Dans le fond, j'en avais même pas envie. Puis là, ça goûte pas bon. Puis là, je le regrette, mais ils sont rendus bien trop loin sur l'autoroute, comme tu as dit. Ils ont Mhm. dépassé tous les stades, puis là, ils se sentent très impuissants par rapport à changer quelque chose, parce que c'est difficile, comme ça, dans un état habituel, de freiner puis de stopper un automatisme à l'embranchement même où il est en train de se mettre en place puis d'y Mhm. donner une autre trajectoire là, pour le coup. Mais tu vois, il y en a plein de comportements comme ça qu'on n'aime pas, puis qu'on se dit, Mhm. oui, mais là, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Bien sûr, on peut essayer de juste se contrôler, puis des fois, ça marche. Mais des fois, Mhm. franchement, on s'en rend tout le temps compte après. Fait que là, tu dis, oui, mais comment je pourrais faire pour contrôler cette affaire-là? Ben, l'hypnose, c'est ça qui est le fun. Ça ralentit toutes les fonctions jusqu'à pouvoir préciser le moment où, puis là, foum, créer par l'imagination des nouvelles Mhm. manières d'être et de faire. Donc, le niveau de précision, tu sais, dans les interventions hypnotiques, ça demande de questionner comme il faut la personne, puis d'explorer aussi, tu sais, comment ça se passe, Mhm. qu'est-ce qui semble déclencher. Mais des fois, on n'aura même pas de réponse dans un état plus habituel parce que ça se passe trop vite. Donc là, Mhm. on peut avoir tout le temps du monde pour décomposer un comportement en tout petits fragments jusqu'à temps qu'on trouve le fragment qui fait un point de bascule. Puis là, on peut être très ciblé dans l'intervention pour ramener des nouvelles manières d'être et de faire à cet endroit-là pour que, fou, ça prenne un nouveau chemin. Donc, des fois, Mhm. c'est super impressionnant parce que vraiment, en une séance, ça arrive des fois que les gens vont arrêter de consommer quelque chose ou arrêter de grignoter parce que là, c'est pas le temps ou se mettre à bouger plus, par exemple, faire plus de sport ou manger mieux. Mais l'idée, c'est que c'est pas de la magie, c'est vraiment la manière dont le cerveau réagit aux suggestions, comment il va dans la transe, comment il réagit en termes de ralentissement, puis de justesse hein, des sentis, puis des réponses qui nous viennent, puis de connexion à nos besoins. C'est ça qui fait qu'on comprend mieux maintenant pourquoi l'hypnose, c'est un bon moyen, en fait, de faire des changements de comportement comme ça. Mhm. Ouais. Ce qui me vient, c'est peut-être de parler de. Parce que là, on parle de qu'est-ce que l'hypnose peut être, à quoi ça ressemble comme expérience. Tu nous as même, peut-être qu'il y a des gens qui font déjà de l'hypnose qui se sont rendus compte que plusieurs fois, quand tu as parlé, tu nous as créé des petites bulles d'expérience hypnotique en racontant quelque chose, en absorbant notre attention, en décrivant, puis ça nous ramène à nos propres expériences. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient en train de t'écouter, puis ils étaient comme un peu en rêverie. Donc, fait, mais tu sais, le questionnement que j'aurais peut-être, puis je pense que certaines personnes pourraient l'avoir, ça ressemble à quoi une séance d'hypnose? Tu sais,
qu'est-ce qu'on apprend dans les formations, tu sais, parce que déjà, moi, je sais qu'il y a une partie qui va être relationnelle, qui va être Mhm. de, OK, comment est-ce que j'accueille la personne pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente en confiance, pour qu'il y ait un vrai lien authentique. Il y a aussi, on a commencé à parler de quelque chose qui est de amener dans un état différent. Donc, peut-être de Mm. créer un état hypnotique ou d'amener la personne à s'absorber différemment dans l'expérience. Tu as déjà commencé de parler aussi des stratégies, peut-être d'aller cibler les bons endroits, d'aller commencer à percevoir, vivre les choses différemment. Mais, tu sais, si, mettons, quelqu'un se demande, OK, concrètement, tu sais, qu'est-ce qu'on apprend dans l'hypnose, puis comment on l'applique? Tu sais, y a-t-il des Yeah. choses que toi, tu aurais le goût de partager de plus par rapport à ça qui ferait que ça deviendrait très concret pour les gens, tu sais, de- Mhm. c'est quoi un peu le protocole ou c'est quoi un peu la structure qu'aurait une expérience hypnotique? Ben, j'aurais envie de dire, commençons donc par distinguer de l'hypnose de spectacle de l'hypnose d'accompagnement, par exemple. Mhm. Ouais, Parce que, tu sais, des fois, les gens, ils se disent, oui, mais moi, je veux pas perdre le contrôle. Moi, j'y crois pas vraiment. Ça va-tu marcher pareil, l'hypnose? Tu sais, je veux dire, c'est bien beau une séance, mais même avant ça, tu sais, les gens arrivent avec un a priori, là. ouais. Donc, est-ce que ça commence déjà les cours d'hypnose par distinguer c'est quoi le genre d'hypnose qu'on va pratiquer? Là, tantôt, j'ai parlé de Milton Mhm. Erickson. Il faudrait quand même un peu dire que c'est de Ouais. l'hypnose ericksonienne. Ça veut dire qu'on apprend à s'adapter au client qui est avec nous. Ça a Mhm. été le premier hein, dans l'histoire de l'hypnose à accorder autant d'attention au lien avec l'autre, puis à la curiosité par rapport à comment l'autre fonctionne. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Comment je peux aller le rejoindre pour Mhm. mieux le comprendre? Puis comment je peux structurer mes phrases pour avoir un impact optimal, mais qui est au service de son besoin, de son changement, de son exploration, tu sais. Fait que il y a de ça. Mhm. Mais après, c'est quoi la différence, Francis, entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose Oui, parce de... que quand on connaît plus ça, on pourrait presque dire que les deux sont à l'opposé. On pourrait presque dire que, tu sais, dans l'hypnose de spectacle, il y a cette notion-là, justement, de l'idée beaucoup, de dire, suis ce que je te demande de faire, puis graduellement, il va y avoir des effets de plus en plus impressionnants. Puis à un moment donné, c'est comme si tu me donnes ton libre arbitre, tu me donnes ton, tu sais, même tu laisses le jugement de côté, puis ton corps, je vais parler à ton subconscient, je vais parler à ton inconscient, puis il y a des choses qui vont se passer. Fait il y a quelque chose là-dedans, justement, qui est très, tu me donnes le contrôle. Tu me donnes, puis c'est moi qui ai le pouvoir, puis c'est moi qui va te faire faire n'importe quoi. Qui est comme exposé dans l'hypnose plus de spectacle. Puis d'un autre côté, quand on apprend l'hypnose ericksonienne ou une hypnose d'accompagnement, on y va beaucoup plus sur s'adapter à la personne, créer un climat de confiance, aller voir qu'est-ce qui parle à la personne. Fait qu'on est beaucoup plus dans l'écoute, la considération, accompagner la personne une étape à la fois, puis même prendre du feedback pour s'assurer que la personne, elle est Mhm. bien dans cette expérience-là. Fait que c'est beaucoup plus collaboratif, c'est beaucoup plus participatif. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion de je m'en vais me faire accompagner. Et quand il y a des questions qui me sont posées, quand il y a une expérience qui m'est proposée, j'embarque dans l'expérience volontairement pour que l'État s'installe. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de plus c'est ça, de collaboration, de coopération, où est-ce que oui, la personne qui est hypnologue a des connaissances pour accompagner la personne, mais il peut pas partir juste sur un plan de match puis s'y tenir coûte que coûte. Ça marchera pas Mhm. parce qu'on Mhm. on doit s'adapter à chaque personne. Parce qu'il faut quand même se rappeler que dans un spectacle d'hypnose, dans une démonstration, souvent, ça va être une proposition pour beaucoup de personnes, puis il y a une partie des gens qui Mhm. vont bien répondre à la proposition. Donc, sur une salle de 2000 ou 3000 personnes, s'il y a seulement 100 personnes qui réagissent très, très bien, ben, c'est correct. Ça va faire. Puis, il faut se rappeler aussi, c'est quoi l'intention. L'intention d'un spectacle, c'est du divertissement. C'est donc, Mhm. tout le monde est consentant pour que le but, c'est du divertissement. Fait que ça change complètement l'espèce de cadre. Parce que tout, tu sais, on accepte un certain cadre. Quand on s'en va en relation d'aide ou en accompagnement, ben, à ce niveau-là, toutes les personnes qui viennent ont des attentes puis veulent avoir une évolution. Donc, on peut pas se dire, bon, ben, j'ai 2000 personnes, puis tant qu'il y en a 100 que ça marche, c'est correct. Donc, on a besoin de s'adapter à la personne, on a besoin que la personne se sente en confiance, on a besoin d'écouter aussi
c'est quoi que la personne elle croit par rapport à l'hypnose pour venir démystifier. Tu sais, s'il y a des préjugés, s'il y a des choses qui pourraient empêcher que la personne ait le goût de vivre l'expérience, on va Mm. faire ça. Donc, il y a toute une partie de préparation, je pourrais dire de respect, de considération de l'autre, qui est essentielle en accompagnement. Mhm. Ce qui fait que, tu sais, ça vient vraiment comme on s'adapte à la personne, puis on est à l'écoute, puis on veut qu'elle soit le mieux possible en accompagnement. Puis l'autre, ça va être, ben, j'ai mon plan de match, puis les gens vont se greffer à ça. Puis tant que j'en ai quelques-uns, c'est correct, tu sais. Donc, on est Ouais, vraiment sur deux directions qui sont très différentes, tu sais, dans ouais, ouais, ouais. l'attitude, puis dans ce qu'on va proposer. Mais les deux, il va y avoir des choses similaires. Il va y avoir de l'absorption de l'attention, il va y avoir des choses automatiques qui vont se mettre en place. Il y a, tu sais, on en parlait un petit peu au début, mais quand on va en hypnose, il y a cette volonté-là aussi. Tu sais, mettons que moi, je veux vivre l'hypnose, je veux vivre quelque chose qui va être différent qu'un accompagnement de coaching ou de psychothérapie standard. On veut qu'il y ait quelque chose d'inconscient qui se fasse, avoir accès à des choses qu'on n'a pas accès normalement. Donc, on arrive un peu avec cette intention-là aussi de laisser une partie du contrôle à l'autre. Mm, Tu sais, mm. si on est là pour dire ça va se passer exactement comme je veux, ben, Ben, il n'y aura l'hypnose pas de n'a pas dans sa nouveauté. place. Il n'y Ben aura non, pas de ben non. nouveauté, d'exploration, il n'y aura pas de perception différente. Donc, ça demande de rentrer dans une espèce d'engagement, de dire je vais aller vivre l'hypnose, puis je vais aller vivre quelque chose qui est peut-être pas dans mon chemin habituel. Je m'en vais explorer quelque chose de différent. Fait que, Donc, se rendre disponible, dans le fond, à ouais. l'expérience. Puis, quand un objectif est bien clarifié, là, c'est-à-dire, si la personne a dit, tiens, moi, là, j'aimerais ça être capable d'un petit peu mieux dire non dans ma vie. Tu sais, j'ai de la Mm, difficulté à dire non. J'ai de la difficulté à m'imaginer dire non. On dirait que je trouve pas ma voix qui dit non. Tu sais, quelqu'un dirait ça. mm, Ben, ouais. elle est dans le cabinet, on en discute un peu, elle donne des exemples, elle montre, tu sais, ben, comment tu t'imagines d'habitude, quelles sont tes forces, tes qualités, tes intérêts, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Quand tu dis je veux plus dire non, ben, j'aimerais ça être plus authentique. Je me rends compte que c'est une valeur importante pour Mm, moi. J'aimerais ça plus de connexion vraie avec l'autre. Puis j'aimerais ça respecter mes limites. Puis là, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à les faire respecter. Puis on dirait que je m'abandonne moi-même ou que je me soutiens pas moi-même. Donc, j'aimerais ça honorer, dans le fond, mes besoins. Donc là, elle mm, nomme tout ce qui est important. Mais là, il faut se rendre compte que si ça n'a pas déjà changé, c'est que c'est pas juste en parler qui va être suffisant. mm, Donc, qu'est-ce qui a besoin de se passer? Tiens, je vais vous mimer un protocole qu'on a appris en technicien 2, par exemple, qui serait cette idée de mettre l'ancienne manière de fonctionner comme associée à une main, puis une nouvelle manière associée à l'autre main. Puis là, on va tranquillement dans l'échange avec la personne se mettre à dire, c'est comme si cette main-là va s'autonomiser, puis prendre l'énergie de celle qui a tendance à toujours dire oui. Puis là, ben, placer des symboles, en parler, etc. Puis commencer à avoir une relation avec cette main-là qui est un peu comme si c'était une marionnette. C'est-à-dire que ici, il y a la facette de moi qui dit toujours trop oui, puis qui prend trop de place. Puis au fur et à mesure qu'on se concentre, c'est comme si ce membre-là, donc mon bras, devient comme une facette comme autonome de moi. Tu sais, comme si il y avait deux entités en simultané. Fait que c'est intéressant de se dire, tiens, c'est surprenant ce que ça peut donner. Puis après, ben, se dire, tiens, je vais imaginer l'inverse, tu sais, celle de moi qui aimerait ça être capable de dire non. Puis là, on se met à mettre beaucoup plus de détails, puis à les définir, puis on absorbe l'attention, etc. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est que là, on va emprunter quelque chose qui est dans l'hypnose de spectacle, qui est les phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire l'impression que quelque chose se fait tout seul. mm, Puis là, la consigne, ça serait, au fur et à mesure que la main qui dit trop oui s'éloigne de toi, au fur et à mesure, la partie qui dit plus non, puis qui se sent à l'aise, puis légitime de faire ça, s'approche. Puis là, ça a l'air d'un jeu comme ça, juste physique. Là, je le fais en mode auto-hypnose parce que je ne sais pas si vous voyez, mais mon regard est fixe. Puis je m'absorbe vraiment dans ce qui se passe. La respiration change de rythme. Il y a une main qui se rapproche de plus en plus. Ben, symboliquement, je le sens qu'il y a une partie qui s'éloigne puis qu'il y a quelque chose qui devient plus accessible. Ça rend l'expérience tangible.
Puis quand ça me touche, là, j'ai envie de fermer les yeux, Mhm. mais c'est comme si là, je me laissais toucher par cette partie-là qui veut honorer mes besoins. Puis là, si vraiment je me concentre, je peux m'imaginer trouver la voix, tu sais, la voix qui dit non. Tu sais, je pourrais me plonger dans qui est-ce que je deviens quand la partie qui dit trop oui est tellement loin qu'on la voit plus dans l'écran. Puis quand c'est comme si ça a déjà fait partie de ma vie, mais c'est moins en priorité, là, ben, c'est ça qui devient une priorité. Ça oriente mon attention, mon intention, puis mes actions après ça. Donc là, tiens, je t'ai montré un peu à quoi ça pourrait ressembler. Une petite partie hypnotique, hein, qui est Mhm. quand même en lien avec des phénomènes hypnotiques qui pourraient ressembler à de l'hypnose de spectacle, là, dans ce cas-là. Mais les suggestions, tu sais, quand on dit contrôle, c'est pas tant du contrôle, c'est plus je suis une piste, je suis une proposition, une suggestion. Donc, c'est pas du contrôle, mais j'ai quand même l'impression que les choses se font hors de ma volonté consciente. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre qui agit, hein, c'est mon agentivité qui est en train de réagir différemment aux propositions. Puis ça, c'est quand même vraiment. Ben, de un, c'est le fun, juste pour vous dire que Mhm. c'est le fun à vivre. Mais en même temps, vraiment sensoriellement, ça fait qu'on sent un accès nouveau à ce qu'on est en train de mettre en scène, hein. Ça ressemble un peu à un théâtre de marionnettes, mais on Ouais. sent vraiment physiquement puis émotionnellement l'effet de ces phénomènes-là. Donc ça, je dirais que c'est peut-être la jonction entre la thérapie, entre guillemets, l'exploration, l'expérimentation et, ben, quelque part, l'hypnose de spectacle. Ouais, ça fait comme un beau wrap de tout ça parce que, en fait, c'est ça, c'est les états, tu disais, du cerveau, qu'il y a moins de, justement, de jugement, il y a plus de place à la présence, puis à l'expérience, puis au sensoriel. Ben, ça fait qu'une expérience où il y a deux mains comme ça, ben, on sera plus dans le jugement de ça a-tu du sens, ça n'a pas de sens, on va être en train de le Mhm. vivre. Puis Mm. ça va justement, en plus, il y a des choses automatiques comme une main qui, on la sent qu'elle s'approche d'elle-même plutôt que je suis en train de la rapprocher. Fait qu'il y a des phénomènes hypnotiques, des choses qui se passent par eux-mêmes dans un état où je suis en train d'expérimenter, de vivre. Donc, mon cerveau est en train d'apprendre par l'expérience, pas juste par les mots, Mhm. pas juste par la raison. Il est en train de vivre comme des expériences dans la vie qu'on dit, ça a changé mon point de vue, ça a changé, tu sais, j'ai vécu ça dans ma vie, puis maintenant, je perçois plus les choses de la même manière. Ben, une expérience hypnotique, c'est ça le but aussi, c'est que notre corps vive des choses, ressente émotionnellement, sensoriellement, ce qui fait que c'est plus juste mental, Mm. c'est intégré, c'est plus intégré dans le corps. Puis après ça, quand on parle du pilote automatique, ben, il y a une mise à jour qui s'est faite. Fait que là, c'est plus facile de prendre des nouveaux embranchements. Je trouve que ça fait un beau wrap de, tu sais, comment une expérience hypnotique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce que ça permet de vivre une expérience différemment, puis les effets que ça peut avoir. Je trouve que Mhm. ça vient bien wrappé. Puis on est sur la fin, ça fait déjà presque une heure qu'on est Ça ensemble. passe vite. Donc, s'il y en a que ça a piqué leur curiosité, qui veulent aller plus loin, qui veulent en apprendre plus sur l'hypnose, ben, on a plusieurs options à Coaching Québec. Mm. C'est sûr que vous pouvez faire de la lecture, vous pouvez voir des vidéos, des trucs comme ça, mais des fois, c'est intéressant d'être avec un enseignant qui a de l'expérience, d'être avec d'autres personnes qui sont passionnées d'hypnose, puis d'avoir un programme structuré pour dire, OK, je vais aller apprendre quelque chose. Fait qu'il y a une première option, c'est l'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose que on va avoir à Montréal à partir le 31 octobre, 1-2 novembre. On a à Québec le 7, 8, 9 novembre, qui va être avec moi. D'où le but, c'est de venir démystifier l'hypnose, commencer à apprendre les premiers phénomènes, comprendre qu'est-ce qui se passe, les différents types d'hypnose. Fait que c'est vraiment un peu un buffet d'aller explorer c'est quoi l'hypnose. Ça crée aussi une belle place pour si vous avez des questions, si vous voulez expérimenter, si vous voulez apprendre commencer à apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir l'utiliser pour vous-même, pour évoluer, faire évoluer certains objectifs. Fait que c'est vraiment, si vous avez le goût de vous initier à l'hypnose, c'est 3 jours qui permettent de faire un bon topo de Mhm. qu'est-ce qu'est l'hypnose, puis de commencer déjà à vivre des expériences, puis avoir des outils que vous pourrez Ouais. utiliser pour vous-même ou même pour aider des gens autour de vous. Toujours on n'est pas dans quelque chose qui est de régler des enjeux, on est vraiment dans quelque chose de commencer à explorer, puis avoir des outils pour aller mieux. Fait Mm. qu'il y a cette option-là. Puis sinon, je sais pas si tu as le goût de parler un petit peu du technicien qui s'en vient, qui va commencer le 14, 15, 16 novembre en virtuel. Ouais, fait que là, dans le fond, c'est pas un prérequis d'avoir fait les 3 jours avec Francis, mais si quelqu'un veut vraiment se bâtir une compétence professionnelle, même
une professionnalisation, devenir hypnologue, pratiquer avec les outils de l'hypnose, ou bien joindre ces outils-là à une pratique d'enseignement, travailleur social, de personnes qui est en psychoéducation, de gens qui animent du communautaire ou des expériences de groupe. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ça pourrait même des avocats, des médiateurs, des gens qui ont envie de Le domaine développer. médical aussi. Des gens, Ah, ben on a là, des infirmiers, des infirmières, des médecins oui, qui viennent aussi. Ouais. on a des petites sections plus sur l'anesthésie, par exemple, sur gestion de sensations désagréables, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Euh, Reste que on a un module de technicien, ça se passe un petit bout en Zoom, un petit bout en classe. On a la même chose technicien 2 en Zoom et en classe. Donc ça forme le premier bloc. On est plus sur des outils de linguistique, de changement de comportement ou d'habitude, réorienter notre attention, nos motivations. Après ça, au niveau praticien, donc ça va plus être fin printemps, l'été, pour ceux qui ont suivi le technicien. On va plus en profondeur, gestion émotionnelle, les valeurs, se redéfinir, se sentir plus libre, plus authentique. Donc, des outils d'accompagnement un petit peu plus poussés à ce moment-là. Euh, Puis après ça, ben, il y a aussi hypnologue certifié au Québec. Donc là, on va encore pousser ça un petit peu plus. S'il y en a qui veulent faire du perfectionnement, il y a encore hypnose conversationnelle qui arrive encore plus loin. Puis il y a stratégie d'accompagnement. Donc, on peut vraiment aller développer des aptitudes sur du long terme en termes d'hypnose ericksonienne dans ce partenariat-là, Arche et Coaching Québec. Ce qui est bien avec le partenariat avec cette grande école francophone d'hypnose, c'est que comme il y a beaucoup d'étudiants, il y a des cours beaucoup plus avancés qui peuvent être accessibles, ce qu'on n'avait pas au Québec jusqu'à dernièrement. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage. Sinon, ça se mélange bien avec un parcours de coaching, hein. Tous les deux, Francis et moi, on a aussi été formés en coaching en PNL. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des passerelles d'une approche à une autre, des compléments, comment on peut combiner les deux. Donc, ça, c'est aussi des Mhm. possibilités à Ouais, explorer. c'est ça. Mhm. Ben, j'aurais aussi envie de dire, s'il y en a qui ont commencé un parcours d'hypnose ailleurs ou dans une autre école, puis ont envie de se dire, ah, ça n'a pas l'air exactement pareil comme ce que j'ai suivi. Tu sais, nous, on apprend des manières d'intervenir, mais on ne lit pas des scripts. On est plus dans l'improvisation avec ce qui se passe, rebondir sur les mots du client, puis être capable de vraiment agencer des idées, des suggestions sur le Mhm. fait, là, tu sais. Ouais, ce que Euh, j'entends souvent aussi, c'est à comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans ce qui fonctionne aussi. On va aussi mhm. voir beaucoup, oui, Décortiquer. on a décortiqué c'est quoi les éléments qui permettent que quelque chose soit efficace. Fait qu'on on va pousser là-dessus aussi. Oui, oui. Fait qu'il y a il y a un assez grand niveau de détail. Fait que s'il y a des gens qui ont étudié ailleurs puis qui font ah, il me semble que j'aimerais ça aller compléter mes formations là-bas, il y a ce qu'on appelle un stage passerelle, du genre de petite mise à niveau de compétences pour évaluer comment on peut se greffer avec les autres étudiants. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Hmm. Voilà. Cool. Fait qu'on pourrait en parler longtemps de l'hypnose. S'il y a des Mm. gens qui sont présents tu sais, en train d'écouter ou même que vous écoutez en rediffusion, vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va Mhm. sûrement en refaire dans le futur. Tu sais, quand il y a des interrogations par rapport à l'hypnose, des fois, il y a des choses qui nous empêchent de passer à l'action ou d'aller plus loin là-dedans. Puis d'avoir plus de clarté, ça nous dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai le goût de l'explorer, puis je me sens en confiance, puis je sens que c'est un bel outil que je peux appliquer dans ma vie ou dans ma profession. Fait que n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et ben, je pense que je terminerai en disant un grand merci d'avoir écouté, d'avoir été présent, puis au plaisir de vous rencontrer dans ces beaux apprentissages de l'hypnose. Je te laisse C'était le mot un de la fin. plaisir. Ah oui, merci Francis d'avoir consacré ton midi aujourd'hui à cet échange, ce partage aussi d'une passion commune qu'on Mhm. a. Donc, c'était un plaisir. Puis, ben, j'espère rencontrer plein de nouvelles personnes. C'est toujours vraiment fascinant de rencontrer toutes sortes de gens curieux, passionnés, ouverts d'esprit, qui ont envie de découvrir puis de se développer. Donc, longue vie à cette passion-là. C'est ça.